je vais vous présenter brièvement, si j'y arrive, aider peut-être, une revisitation du concept de panoramique dans le cadre du multicanal. Donc la thématique, c'est de proposer un modèle de panoramique qui soit une extension authentique du panoramique stéréophonique classique applicable au multicanal et éventuellement, mais je n'aurai pas le temps, analyser différentes extensions en fonction de l'intérêt qu'elles peuvent apporter dans le cadre de la composition ou de l'interprétation d'œuvres électroacoustiques. Voilà, donc je m'intéresse depuis plus de 10 ans à ces aspects de multicanaux, de mise en espace. J'ai écrit des logiciels temps réel, non temps réel, etc. Et là, il y a 2 ans, je me suis posé le problème tout bête de qu'est-ce que c'est qu'un panoramique stéréo, quelles sont les implications, comment on le réalise et comment, en ayant compris ces différents aspects, on va pouvoir l'étendre à un modèle multicanal, aussi bien du point de vue des récepteurs, c'est-à-dire les canaux vers lesquels on va envoyer du son, que l'émetteur, c'est-à-dire le nombre de sources. On n'a pas une source unique, etc. Donc, le but, c'est vraiment d'utiliser des diffuseurs en nombre limité, d'accord, qu'on en ait 2, 8, 34 ou plus. Eh bien, il y a simplement un nombre limité de canaux sur lesquels on essaye de créer un espace sonore continu. Donc l'archétype, bien sûr, c'est l'écoute stéréophonique, le positionnement d'un son dans l'espace stéréophonique. Alors, pendant très longtemps, je me suis posé la question de comment percevons-nous l'espace sonore. Donc j'ai étudié, j'ai fait beaucoup d'expérimentations. Donc bon, on sait par exemple que pour la localisation en azimut, c'est-à-dire sur le plan horizontal, non pas en élévation ou en distance, eh bien, suivant les fréquences, vont jouer des différences interorales de temps, ce qui marche bien pour des basses fréquences, des différences interorales d'intensité, ce qui marche bien pour les fréquences un peu plus élevées. On sait qu'il y a des fréquences un peu charnières où la perception spatiale devient un petit peu médiocre, 1500 Hz par exemple, ce qui est assez paradoxal vu que c'est à peu près à ces fréquences que l'oreille est la plus sensible. Mais on est très sensible à de faibles intensités et on est moins sensible à la provenance. Et on constate quand on étudie un peu les choses, et par étudier, c'est simplement lire la littérature spécialisée, que pensent les acousticiens, que pensent les gens qui examinent les oreilles, etc., etc., et bien que les phénomènes sont très très complexes et particulièrement non intuitifs. En particulier, notre capacité à percevoir le son dépend énormément de la nature, des caractéristiques du son, par exemple, suivant les fréquences, bien sûr, on va percevoir ou non percevoir. Les sons purs sont plus difficiles à percevoir spatialement que les sons à large bande. Les sons tenus sont plus difficiles à percevoir spatialement que les transitoires, etc. On perçoit beaucoup mieux les sons connus comparé à des sons nouveaux qu'on n'a jamais entendus, ce qui est lié au fait de la connaissance, le fait que quand on entend un violon dans le lointain d'un violon à proximité, on est capable de faire la différence. Donc si je vous donne le son d'un violon dans le lointain, vous êtes capable de dire c'est un violon dans le lointain. Si je vous sors un synthétiseur que vous ne connaissez pas dans le lointain, ça sera plus difficile à percevoir. Il y a tous les aspects de filtrage, Head-Related Transfer Function, etc. Bon, toutes ces choses très compliquées. Alors, dans la pratique, eh bien, et dans l'industrie, par exemple, on se satisfait pleinement de faire percevoir une position de son simplement en modifiant les intensités qu'on envoie en mode stéréo, par exemple dans les canaux gauche et droite. D'accord. Donc, en fait, l'idée, c'est simplement pour vous faire croire qu'un son est situé quelque part dans l'espace, disons entre un canal gauche et un canal droit, eh bien, on va envoyer le son avec des intensités différentes dans les canaux gauche et droit, et puis vous aurez l'impression qu'il est quelque part au milieu de entre ces deux canaux. Donc, l'idée est la suivante.
on a deux canaux, L, R, gauche-droite, que je situe dans l'espace, dans un repère, en l'occurrence ici un repère linéaire, et puis je leur donne des abscisses, 0,5, moins 0,5. Donc pourquoi 0,5 pourquoi... Bon, les électroniciens, ils disent le spin 1,5, moins 1,5, bon d'accord, ok. Et bien simplement pour que la distance entre le canal gauche et le canal droit soit égale à 1, ce qui est assez unitaire. Et puis on a une source dont on veut simuler la projection en un point P entre le canal gauche et le canal droit. Et l'idée, c'est simplement de savoir comment calculer l'intensité de cette source envoyée à gauche et l'intensité envoyée à droite. Très précisément, quel coefficient multiplier les échantillons qui constituent la source pour qu'on ait l'impression que ça arrive à gauche ou à droite. Donc l'approche classique consiste à associer une fonction spécifique à chaque canal récepteur, gauche et droit. Ces fonctions dont la valeur est dans 0,1, d'accord ? 0, le son n'apparaît pas du tout dans ce récepteur. 1, il est complètement présent dans ce récepteur, vont servir à moduler l'amplitude du signal transmis par la source. Donc AS, amplitude transmise, multipliée par VL, le volume gauche pour la position P, nous donne l'amplitude transmise à gauche, etc. Alors, l'approche classique, eh bien, les fonctions sont choisies pour satisfaire, pour P dans l'espace de mon panoramique, donc 1, moins 0,5, 0,5 ou 0,1, une relation telle que VL de P au carré plus VR de P au carré égale 1. En fait, l'idée, c'est simplement de dire on veut que la puissance sonore transmise à l'auditeur soit la même, quelle que soit la position de la source. Et pour ceci, eh bien, il suffit que les carrés des amplitudes transmises, la somme de ces carrés, soit toujours la même. Alors, en maths, on a des tas de fonctions qui marchent super bien pour ça. Par exemple, cosinus et sinus. Si on prend sinus, cosinus, eh bien, on sait que le carré de l'un plus le carré de l'autre, ça donne 1, etc. On prend racine carrée de P et puis racine carrée de 1 moins P. Il y a des tas de choses qui marchent très très bien pour obtenir ceci. Donc voici un exemple de transmission, eh bien, toujours le même schéma, gauche-droite, une position P, une source S, et puis cette fois-ci on a représenté les deux fonctions, gauche et droite, qui permettent de transmettre, et simplement la projection du point P où on souhaite positionner la source sur les fonctions, eh bien, la valeur de la fonction en P nous donne ce qu'on doit envoyer à gauche, donc ici en trait plein, et ce qu'on doit envoyer à droite en pointillé pour moi. Alors, quand on passe au multicanal, eh bien, on se rend compte que c'est très embêtant d'associer une fonction de niveau à chaque canal, et une approche complètement duale, mais absolument équivalente, consiste à associer une fonction de niveau à la source, donc la source qui va envoyer ces échantillons aux différents canaux. Et on va appeler ça une fonction de niveau. Et puis, ce qui est bien, c'est que cette fonction de niveau va avoir des tas de propriétés mathématiques bien sympathiques. C'est des fonctions paires, donc symétriques par rapport à l'axe des Y. Elles sont définies sur moins l'infini plus l'infini, mais elles ne sont non nulles seulement sur moins 1 plus 1, non décroissantes, non croissantes, etc. Moyennant quoi, on peut définir des classes de fonctions qui vont avoir des propriétés de projection intéressantes pour l'utilisateur. Et voici donc la vision finale que je propose du panoramique stéréo. Un espace de projection, left, right, un point P de projection dans cet espace. Et j'ai trouvé qu'il était très pratique d'appeler 0 le point central. C'est souvent assez intéressant. Et puis, en dessous, la fonction de projection, la fonction associée à la source, et puis la projection des différents canaux sur lesquels on va envoyer du son, left, right, nous donne exactement les intensités qu'il faut donner à la source pour que le son se projette exactement à l'endroit désiré. Alors, cette fonction de niveau, eh bien, finalement, elle nous propose donc un modèle de répartition sonore. Et la question, c'est quelles sont les fonctions qui marchent bien, pourquoi ? Eh bien, si on regarde l'industrie du disque,
on va trouver que s'affrontent depuis toujours deux objectifs classiques. L'un, c'est celui de la compatibilité mono. Alors, compatibilité mono, ça ne doit pas faire sourire. Nombre de morceaux de musique passent à la radio en monophonie et vous voulez bien sûr que le morceau soit audible, correctement audible lorsque vous l'entendez. Et la compatibilité mono nous dit la somme des signaux droit et gauche est constante. Puissance constante, autre approche, eh bien, si en particulier vous avez un son qui doit se déplacer, alors ce n'est pas très traditionnel dans la musique de variété, mais ça peut arriver, eh bien cette fois-ci, on veut travailler à puissance constante, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va avoir la somme des carrés des amplitudes qui est constante. Et puis, en électroacoustique, on se rend compte qu'on ne se pose pas forcément ces limitations, mais on peut avoir des tas d'autres objectifs très rigolos, avoir une source qui se comporte de manière très curieuse lorsqu'elle se déplace, etc. Donc on va pouvoir choisir des fonctions de projection différentes. Alors, quelques exemples de fonctions de projection classiques. Alors, elles sont notées moins 3 dB, moins 3 dB, moins 6 dB. Alors, les fonctions à moins 3 dB, c'est des fonctions moins 3 dB au point 1,5, donc 0,5 ou moins 0,5. C'est-à-dire que l'amplitude de la fonction, c'est racine carrée de 2 sur 2 à ce point. Et c'est ce qui nous garantit une projection à volume constant, puissance constante. Et puis les fonctions à moins 6 dB, c'est des fonctions qui garantissent la compatibilité stéréo avec une valeur à 0,5, etc. Alors même dans ces deux classes de fonctions, on peut avoir des fonctions qui ont des formes différentes, simplement parce qu'on peut désirer que lorsqu'on balade le potentiomètre de réglage de gauche à droite, eh bien, ça ne passe pas tout de suite de gauche à droite. Si par exemple j'utilise la fonction linéaire, comme la fonction 1 moins valeur absolue de x, eh bien, je me rends compte que lorsque j'ai un geste qui est absolument régulier, je n'ai pas l'impression d'un transfert linéaire de gauche à droite, mais j'ai l'impression d'une accélération au début, ralentissement au milieu, réaccélération à la fin. Eh bien oui, pour obtenir une sensation linéaire à l'oreille, eh bien, on est obligé d'utiliser d'autres types de fonctions, comme la deuxième fonction, 1,5 de 1 plus cosinus pi x, etc. Donc, on peut avoir de bonnes raisons de choisir une fonction plutôt qu'une autre, parce qu'on a un effet spécial à créer dans la projection, et puis qu'en tant que compositeur, c'est beaucoup plus facile de tirer un trait pour automatiser un déplacement de gauche à droite, plutôt que de taper 50 petits points et puis les relier pour avoir une courbe qui, à l'oreille, nous donnera une sensation linéaire. Donc, stéréo classique, j'en arrive maintenant au modèle proposé. J'ai d'abord un panoramique, et le panoramique, c'est un espace linéaire dans lequel je place des canaux. Ici, j'ai placé deux canaux, left, right, moins 0,5, 0,5. En dessous, j'ai mon réglage de panoramique, autrement dit, c'est l'excursion de mon potentiomètre, moins 0,5, 0,5. Pour l'instant, on est content, il coïncide. Et puis, en dessous, associé au bouton du panoramique, donc il faut voir que c'est tout le repère du bas qui bouge en même temps que je bouge mon bouton, eh bien, c'est la fonction de niveau associée à ma source sonore, en l'occurrence f de x égale cosinus pi sur 2x, qui est une de ces fonctions qui marche très bien dans notre modèle. Donc, une notation qui en vaut une autre. Le range, c'est-à-dire l'espace de déplacement avec des canaux gauche en moins 0,5, droit en moins 0,5. Le span, qui est la largeur de mon réglage de panoramique. La masse, la masse, j'en ai pas encore parlé, on va y venir. La masse, c'est la masse de ma source unitaire, la fonction de projection, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce modèle ? Alors bien sûr, l'idée de formaliser un modèle, ce n'est pas simplement de dire avec une bonne formalisation, on redécouvre que ce qu'on fait dans l'industrie depuis 40 ans fonctionne. L'idée, c'est vraiment de dire ce modèle
tout simple étant posé, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Voici quelques exemples tout bêtes. Exemple bête, eh bien, transformer un réglage de panoramique en un réglage de volume. Transformer un réglage de panoramique en un volume intéressant, en ce sens que quand je fais le geste d'aller de droite à gauche, le volume passe de 0 à 1, puis revient à 0. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire si on a simplement un volume qui va de 0 à 1. Monter, redescendre de manière linéaire, auditivement fonctionnelle. Là, un geste et on obtient cet effet. On peut avoir des panoramiques circulaires. Le panoramique circulaire, c'est une source qui part d'un point central, se déplace vers la gauche, passe par un canal, un deuxième canal, etc., puis revient à l'équivalent du point central quand on est au bout et réciproquement. Alors ici, dans ce modèle, une représentation d'un modèle stéréophonique eh bien, consiste à avoir dans votre espace de projection 4 canaux et de dupliquer le canal gauche, le canal droit. Donc voici la représentation. Un canal R, appelé R' à gauche, position moins 0,5, un canal left, un canal right, un canal left encore, donc alterné, et un span, donc une largeur de projection un peu plus élevée. Et lorsque vous déplacez votre source, eh bien, vous voyez que tout à l'extrémité d'un réglage, elle est entre gauche et droite. Puis quand on se rapproche du centre, la source se dirige vers la gauche, reste sur le canal gauche, revient au centre, va vers le canal droit et se dirige à la fin de nouveau entre le canal droit et le gauche. Donc c'est une version aplatie dans l'espace d'un cercle complet qui a deux extrémités d'un diamètre qui vous fait face, aurait le canal gauche, le canal droit. Autre exemple de choses intéressantes, le panoramique infini. L'idée du panoramique infini, eh bien, c'est une source qui peut être placée en zéro, qui peut se diriger vers un canal, et puis qui, lorsqu'on va aux limites, aux bornes du panoramique, tend vers zéro. Autrement dit, le panoramique ne s'arrête pas à gauche et à droite. Quand on s'est déplacé de gauche à droite, on peut aller jusqu'à l'infini, autrement dit jusqu'à une source tellement lointaine que son volume est égal à zéro. Donc là encore, le modèle va permettre de représenter ça. C'est la même chose que tout à l'heure. On a supprimé les canaux gauche et droit excédentaires. Et puis cette fois-ci, on a un panoramique qui, lorsqu'on est en zéro, est centré. Lorsqu'on se dirige vers la gauche, par exemple, va vers le canal gauche seul, puis fait disparaître le son complètement. Extension du modèle, je vous parlais, commande de volume, modulation de volume, etc. Tout ça, c'est des expérimentations que vous pourrez faire très facilement avec le logiciel, si vous êtes intéressé par le récupérer. Configuration multicanal, eh bien, là encore, le panoramique multicanal peut avoir pour but de placer ou de déplacer un son sur, non pas deux canaux simplement, mais un ensemble de canaux. Une configuration quadriphonique, une configuration 5.1, une configuration octophonique. Il se trouve que c'était pas prévu, je ne l'aurais pas demandé, mais tout le monde a présenté ces choses-là aujourd'hui, donc c'est quelque chose qui marche bien. Donc quelques exemples. Une quadriphonie bistéréo en deux paires, une quadriphonie centrée, une configuration 5.0. En général, dans les panoramiques, on ne va pas faire passer le son par le canal LFE. Ça fait désordre. Et puis, une configuration octophonique par paire, etc. C'est des choses très classiques. Alors, exemple. Un panoramique centré sur un certain canal, par exemple le canal 6. Donc là, dans le cas de ces configurations, on va numéroter les canaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Donc on veut, par exemple, un panoramique qui débute sur le canal 4, qui passe à 5, qui passe à 6, qui passe à 7, qui passe à 8 et qui s'arrête sur le canal 9. Donc, on dispose ces canaux dans son axe de projection, on choisit une largeur de la commande du panoramique qui correspond au nombre de canaux que l'on désire atteindre, et puis
on déplace la source jusqu'à ce que l'effet obtenu soit atteint. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de masse, et effectivement, un des intérêts du multicanal par rapport peut-être à d'autres approches, c'est de pouvoir avoir des sources sonores qui sont massives. Dans le panoramique classique, on projette une source et puis de temps en temps, quand elle est entre deux canaux, on en voit un peu entre gauche et droite, mais elle donne l'impression d'être située à une position donnée. Si maintenant on va s'intéresser à augmenter la masse, et augmenter la masse, c'est simplement faire une homothétie sur l'axe des X de la fonction de projection. Donc ici, ma fonction de projection, au lieu d'avoir une largeur de 2, enfin, être comprise entre 0 et 1, je la définis entre 0 et 2. Bien, cette fois-ci, on voit que sa projection sur l'axe des objets sonores qui vont recevoir, l'axe des canaux en l'occurrence, eh bien, sa projection va atteindre plusieurs canaux. Et la chose assez intéressante à l'oreille, eh bien, c'est que on continue à percevoir assez bien la position de la source, même quand elle est très large, mais elle donne vraiment l'impression d'être large. C'est-à-dire qu'elle se projette sur plusieurs canaux, elle entoure en partie le spectateur, donc elle reste à la fois positionnée parce que on perçoit son volume sonore à travers une fonction qui est calculée mathématiquement et qui marche bien à notre oreille, mais en même temps, elle donne une impression de largeur. Source stéréophonique, eh bien, source stéréophonique. Alors, bien entendu, ce modèle de projection, on peut tout à fait dire je le passe à N, je prends N exemplaires du plugin et puis j'en associe un à chacun de mes canaux en entrée et je le mets en sortie. Ça fonctionne sans problème. Par contre, on veut souvent dire j'ai une source stéréo ou une source multicanaux, 3, 4, N canaux, et puis ces canaux, ils sont liés entre eux, logiquement, mais ils vont pouvoir se déployer différemment suivant l'espace sur lequel je les projette. Donc, exemple, source naturelle, sources liées entre elles. On choisit, par exemple, pour un premier exemple, une distance entre S1 et S2 unitaire, et les sources se déplacent de manière cohérente avec le réglage du panoramique, que l'on considère dans le modèle comme le barycentre des sources, c'est-à-dire le point de gravité des sources. Donc, ma source stéréophonique, simplement, à chaque source, j'associe une fonction de projection qui va être la même si on veut obtenir quelque chose d'assez cohérent. Et puis, le barycentre me donne le point P correspondant du panoramique. Alors, quand on regarde le modèle, eh bien, on se rend compte qu'on peut avoir énormément de visions différentes du panoramique, du concept de panoramique, et puis le modèle les recouvre pour la plupart. Par exemple, on peut très bien dire, pour moi, le panoramique stéréo, c'est quand je suis au centre, le canal gauche est à gauche, le canal droit est à droite. Si je suis à droite, les deux canaux vont se projeter à droite. Si je suis à gauche, les deux canaux se projettent à gauche. Donc ça, c'est effectivement un panoramique, deux sources, projection effective à puissance constante des deux sources. Donc voici l'écriture dans le modèle formel, et puis voici la réalisation. Je choisis mon span de mes récepteurs, et puis j'ai deux récepteurs gauche à gauche, deux récepteurs droit à droite, un span de 2, et puis quand je déplace mes sources, eh bien, j'obtiens exactement ce que je veux, c'est-à-dire les deux sources se projettent à gauche quand je suis à gauche, la source gauche reste à gauche et la source droite est à droite quand je suis au milieu, etc., avec toutes les variations intermédiaires. Une autre acceptation du panoramique stéréophonique, eh bien, c'est la notion de balance. Et la balance, c'est quand je suis au milieu, les deux sources se projettent pareil, mais quand je me déplace vers la gauche,
le volume de la source gauche augmente un peu et celui de la source droite diminue, sans que j'ai l'impression que mes sources se déplacent dans l'espace. Donc le modèle sait faire ça, et puis voici une des solutions possibles pour pour obtenir cet effet particulier. Hop. Ah, aperçu à quitter de manière imprévue. Est-ce que ça veut dire que je suis arrivé au bout de mon temps? Eh ben, faut croire, c'est moi j'ai rien fait, hein, c'est le bon. Merci Mac, une fois de plus. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je vais... est-ce que je relance? Est-ce que je relance pas? Vous me croyez si je vous dis que si je prends 3 sources, ça marche, si je prends 4 sources, ça marche, etc. Que je peux élargir, rapprocher les sources, etc. Donc, je vais juste vous montrer 5 minutes. Vous montrer, mais pas vous faire écouter par chance. Donc vous montrer une session Reaper dans laquelle j'ai quelque chose qui me produit autant de sources que je veux par l'intermédiaire d'un petit plugin qui est ici, dont on va pas parler. Et puis quelque chose qui est capable d'incarner les différentes choses que je vous ai montrées. Allons-y. Plugin source mono, objectif stéréo. Eh bien, on voit, et la chose à regarder, c'est effectivement le petit le vumètre multicanal de gauche, qui nous dit simplement que le son se promène quand mon réglage est au minimum sur le canal 1, quand il est au maximum sur le canal 2, et puis quand il est exactement au milieu à 0,5, donc on voit sur la courbe d'automation, on y arrive en ce moment, et bien que les deux canaux se projettent avec même intensité. Ce qui est envoyé, c'est une source mono, donc on obtient la même intensité. Un autre réglage que j'ai fait tout à l'heure, c'est une stéréo infinie. Et l'idée de la... non, c'est pas le bon réglage. Quand ça veut pas marcher, on va simplement augmenter le span, comme je vous le disais tout à l'heure, 3. Et cette fois-ci, on a un espace de projection stéréo, canal gauche, canal droit. Lorsqu'on est au centre, eh bien, on est entre les canaux 1 et 2. Quand on se déplace vers la droite, on va vers le canal 2. Puis quand on est à l'extrême droite, on s'éloigne à l'infini et il n'y a pas de son projeté. Même chose quand on va revenir ici après la boucle au début du canal. On est à gauche, pas de son. Le son arrive progressivement sur le canal de gauche. Il se déplace vers le milieu, le centre, canal de droit, et ainsi de suite. Alors, essayons un autre exemple. Base 5.1. Base 5.1 standard, eh bien, c'est la configuration 5.1 dans laquelle on veut faire un panoramique sur les 5 canaux audibles, donc pas le LFE. Et ces 5 canaux sont numérotés classiquement 1, 2 pour le canal gauche-droit, 3 le canal central et 5, 6 les deux canaux arrière. Donc ici, on a eh bien le panoramique qui se déplace sur un span de 4. Alors, span de 4, distance de 4 qui recouvre 5 haut-parleurs. En général, si on a n haut-parleurs, on va prendre un span de n-1 pour recouvrir les différents haut-parleurs, etc. Le système va prendre en compte aussi les panoramiques circulaires. Imaginons que je veux créer un panoramique circulaire sur une configuration 5.1. On va créer un point central arrière en envoyant la même intensité sonore aux canaux 5 et 6 arrière. Donc pour ça, on dit je passe en mode circulaire. Je prends un span de 5, puisque j'ai maintenant un pseudo-canal supplémentaire. Et je vois que, d'après le vumètre, que quand je suis aux extrémités du réglage, le son va se répartir entre 5 et 6,
qui est le point central arrière, et puis qu'il varie progressivement, canal 5, canal 1, canal 3, canal 2, canal 6, et de nouveau canal 5 et 6 à l'arrière. 4 bases 5 circulaires, je viens de vous le faire. Un autre exemple, 16 canaux disposés en cercle, dans lesquels je choisis le canal 5 comme canal central. Et ben voilà. Voici le système. Lorsque je suis en position centrale de mon réglage, ça sort sur le canal 5. Lorsque je me déplace aux extrémités des canaux, ça va progressivement jusqu'au canal 13. Quand je reviens à l'autre extrémité, je suis toujours sur le canal 13. Souvenons-nous, c'est un panoramique circulaire, donc les deux extrémités correspondent au même réglage. Et puis, je reviens petit à petit au canal central, lorsque je suis en mode central. Autre exemple, qu'est-ce que j'ai ici? Je sais plus. 32 canaux, canal central le 2 et 2 sources. Alors ici, j'ai 2 sources, donc une source stéréo, 2 sources à distance unitaire les unes des autres, qui se promènent en parallèle, puisque c'est le but du jeu, qui se promènent en parallèle dans mon espace. On voit que chacune se projette, etc. Alors l'idée, bien sûr, du plugin, c'est qu'on va pouvoir tester d'autres choses. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si les sources sont un peu plus écartées qu'un canal. Donc ça, c'est un réglage qui s'appelle source spread, et au lieu de le mettre à 1, je le mets par exemple à 3. Et cette fois-ci, j'ai mes 2 sources en entrée qui vont se projeter sur ma configuration de canaux, mais cette fois-ci à 3 canaux d'écart. On les voit qui se projettent. Alors on peut augmenter le nombre de sources qui se projettent. Par exemple, ici, je passe à 5 sources en entrée, toujours à distance 3 les unes des autres. Qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre? Eh bien, on peut montrer aussi l'influence de la largeur d'une source. Donc, on va revenir à une seule source, spread, et on va augmenter la masse de notre source. Donc, par exemple, ici, je passe à une source beaucoup plus massive qui va recouvrir, qu'est-ce que j'ai mis, 8,7, donc qui va recouvrir un certain nombre de canaux. Et cette fois-ci, j'ai une source qui va se déplacer et qui va influer. Là, on voit que le son est envoyé sur un grand nombre de canaux, ce qui donne cette impression, une source localisée, mais quand même source de grande largeur. Alors, avec ce schéma qui est ici, eh bien, on peut voir un petit peu l'influence de la fonction de répartition, donc de loi de panoramique. Alors, si par exemple je prends une loi cosinus, eh bien, on voit que la forme de la courbe change complètement. Cette fois-ci, le cosinus envoie une plus grande puissance vers le centre, moins vers les extrémités. Si je choisis une forme linéaire, on va trouver une forme un peu plus pointue. Si je choisis, je sais pas quoi, SQRT, c'est assez proche du cosinus, mais on voit quand même qu'il y a une petite chose pointue. Si je choisis square, on a quelque chose qui est beaucoup plus pointu comme forme, etc. Et là encore, eh ben, ça donne des impressions auditives subtilement différentes, ou pas. Mais c'est des choses qui sont relativement intéressantes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Une vision de ce système. Alors, oui, si je diminue la masse, eh ben, on voit par exemple que
la source ne se projette plus qu'occasionnellement sur les récepteurs. Alors si je manipule le pan, donc le réglage de panoramique à la main, eh ben, on voit de temps en temps la source qui apparaît fugitivement sur les différents haut-parleurs. Donc ça peut être intéressant effectivement d'avoir un objet sonore qui de temps en temps apparaît, mais non de manière systématique. Une dernière chose, le plugin en question, finalement, si on regarde conceptuellement ce qu'il fait, eh bien, c'est qu'on peut le voir comme une matrice de projection. Je rentre jusqu'à 64 canaux en entrée qui vont se projeter sur 64 canaux en sortie, n'importe quel canal pouvant se projeter sur n'importe quel autre avec des coefficients. Et l'idée du plugin, c'est qu'il calcule ces coefficients pour donner une impression particulière. Lorsque le panoramique est très violent, ben des fois on passe d'un canal au suivant. On peut remarquer qu'il se produit des petits craquements parce que ça veut dire qu'on a des réglages de volume très rapides entre une position et une autre. Et on peut mettre en œuvre un filtre, et très précisément 64 par 64 filtres qui viennent filtrer, c'est des filtres passe-bas, qui viennent filtrer la variation du volume calculé, enfin du volume rendu par rapport au volume calculé par le plugin. Alors, ce filtre, par exemple, eh bien, on constate que si on prend des coefficients bien choisis, par exemple, je choisis ultra long ici, eh bien, il va se comporter comme un filtre de rémanence qui va permettre au son de se déplacer tout en étant rémanent sur les positions où il est. Donc ici, le son vient de se déplacer. Petit à petit, les coefficients calculés viennent remplacer les coefficients filtrés et le son se positionne effectivement à un endroit. Mais ça nous donne un effet intéressant où on peut avoir un déplacement rapide de la source-destination et puis une traînée dans l'espace qui diminue avec le temps de l'effet obtenu. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais l'idée quand même, c'est qu'on peut construire des modèles de projection qui sont relativement simples, qui nous permettent, et en l'occurrence, une fois qu'on a fait les réglages qu'on avait envie de faire, eh bien, on a un réglage unique qui est le panoramique, d'accord, et qui nous permet de créer tout un ensemble d'éléments sonores. Alors, ce travail, eh bien, il résulte à la fois de développement logiciel que j'ai fait pour faire de la musique en temps réel, en concert. Et effectivement, on se rend compte que si on veut faire improviser des mouvements intéressants de sources sonores, eh bien, n'avoir que des potentiomètres de volume, c'est pas top. Donc l'idée, c'est que pour une prestation, eh bien, on va se choisir une dizaine ou une quinzaine de configurations, et à ce moment-là, eh bien, avec un potentiomètre qui fait le panoramique, et puis éventuellement 2 ou 3 autres pour la largeur des sources, pour des aspects de diffusion, eh bien, on arrive à créer en temps réel vraiment des sensations sonores intéressantes. Le compositeur peut y retrouver son compte, parce qu'il peut effectivement dire, tiens, j'imagine un mouvement qui ferait telle et telle chose, je le décris dans le plugin, je fais une dizaine d'essais, une vingtaine d'essais, j'enregistre, et puis à un moment donné, on tombe effectivement sur ce qu'on voulait obtenir, ou autre chose, mais qui est intéressant, et puis qu'on va garder. Je crois que c'est ce que fait
Jean-François un petit peu avec ce plugin ou des similaires. Donc voilà, on a fini.